Ils s'appelaient eux-mêmes les hommes. Ils étaient parvenus à cette extrémité de la terre qui devait bien plus tard être nommée Terre de Feu, au terme d'une si longue migration qu'ils en avaient perdu la mémoire. Sans cesse poussés par de nouveaux envahisseurs, ils avaient traversé un continent et des millénaires dans l'ignorance et la peur. Ils s'étaient établis là où, semblait-il, nul ne pouvait les rejoindre, tant sont cruels le ciel, la terre et la mer dans cet enfer austral. Ils furent peut-être un peuple, ils ne furent plus que des clans, puis des familles. Un jour et c'est demain, il n'y aura plus que Lafco, Lafco, fils de Lafco, fils de Lafco, depuis le fond des âges. Le dernier des hommes, celui que nous voyons à la première et à la dernière page, tenter de trouver dans la tempête, la grève où il pourra mourir seul sous le regard de Dieu. Dans l'intervalle, depuis le rêve de Henri le navigateur et l'apparition des vaisseaux de Magellan, les hommes, ces sauvages, ont regardé passer l'histoire et l'ont subi. Demain, Lafco va se perdre dans la nuit. Qui se souvient des hommes? Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Ce soir, émission exceptionnelle, nous recevons son Altesse Royale Stanislas Parvulesco. Bonsoir. Ravi d'être présent ce soir. Vous êtes prince de Patagonie et d'Araucanie. D'ailleurs, vous nous expliquerez la différence entre les deux. Ce soir, mesdames, messieurs, nous vous entraînons à l'extrême sud du continent sud-américain, aux confins du détroit de Magellan et du Cap Horn. Là-bas, en Patagonie, dans ce que les navigateurs appelleront la Terre de Feu. Alors, tout d'abord, Stanislas Parvulesco, vous êtes prince de Patagonie et d'Araucanie, mais quelle est la différence entre les deux? Bien, la différence, c'est que lorsqu'Aurélie Antoine de Tounas est arrivé dans les territoires d'Amérique latine, il a commencé par arriver au Chili. Et la terre qui correspond au sud du Chili s'appelle l'Araucanie. Il a d'abord été voir les Indiens d'Araucanie qui l'ont fait souverain. Et ensuite, il a été... les clans de Patagonie l'ont rejoint. Donc la première souveraineté de l'Antoine était l'Araucanie. Et la Patagonie l'a rejoint ensuite. Mais en fait, tout ça donc, est regroupé aujourd'hui sous la Patagonie. Non, parce que la terre chilienne, la partie chilienne du royaume s'appelle toujours Araucanie, province d'Araucanie. Ah d'accord. Suivi par la Terre de Feu ensuite en bas. Et alors, on va repartir tout au début de cette histoire. Stanislas Parvulesco, on connaissait, on admirait votre grand-père qui était un immense écrivain, Jean Parvulesco. Mais comment devient-on roi de Patagonie? Tout là est la question. Comment? Tout d'abord, il faut plus ou moins avoir connu l'ancien prince, que j'ai très bien connu pour ma part, qui s'appelait Philippe Boiry. À sa mort, il y a eu quelques vices de procédure. On s'est retrouvé à ne pas savoir qui prendrait sa place. Il y a un monsieur qui est arrivé qui ne répondait pas du tout à ce que la Constitution demande pour devenir prince d'Araucanie, qui s'est fait nommer pendant l'enterrement de façon... Que demande la Constitution? La Constitution demande d'être jeune, catholique, oui, à ne pas être membre du Conseil du Royaume, oui, et à pouvoir assumer la charge, c'est-à-dire avoir des connaissances là-dedans et avoir un minimum de bagou pour pouvoir assumer cette charge-là. S'agit-il de la constitution rédigée par Antoine de Tounas lui-même? Alors, il y a eu la constitution d'Aurélie Antoine de Tounas qui est toujours valide, et il y a eu des apports à cette constitution apportés par le prince Philippe et également par Antoine II, le troisième souverain. Mais alors, il faut être jeune, il y a une limite d'âge, c'est comment Alors, il y a une limite d'âge pour y arriver. Pour être souverain d'Araucanie, il faut avoir au moins 25 ans. Ah, et pas plus de 26 ou pas plus de 26? Non, après, il n'y a pas de limite d'âge plus loin, mais avoir un souverain qui arrive à 50 ans, c'est pas très utile, puisqu'il n'a pas le temps d'apprendre à être un bon souverain, et en conséquence, il va régner pendant 5 ans, pour finalement, ou 10 ans, ou 20 ans, pour ne rien faire d'avoir fait de sa vie, et c'est totalement inutile. Ah oui. Et vous êtes devenu souverain à quel âge? 22, 21? Je crois que je suis devenu souverain, si mes souvenirs sont bons, en 2015, donc à 20 ans. Ah d'accord, merveilleux. C'est vrai que je ne suis pas encore tout à fait le souverain, je suis encore sous régence. Mais, ah oui, quel est le régent? Eh bien, le régent est mon père. Ah d'accord, ok. Très bien. Qui est moine, non? Qui est luthier avant toute chose. Ah ok. Et... Qui écrit des livres sur les montres. Il a écrit également, oui. Je vais présenter... Sur divers sujets de luxe. Oui. Je vais présenter mes chroniqueurs, je ne les ai pas présentés. Jean-Édouard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant à Sciences Po. Antoine, bonsoir, tu es étudiant à Sciences Po. Et Jean-Charles, bonsoir, vous êtes entrepreneur et dirigez une boîte de communication, à ma Oui, connaissance. tout à fait, absolument, Voilà. absolument. Alors, Stanislas Parvulesco, il y a des sujets dont on va parler à propos de la Patagonie. Et tout d'abord, nous savons que là-bas s'étend le plus long désert blanc du monde, la dernière tache blanche sur les atlas que nous avons à l'école, un glacier continental, une tentation permanente pour tous les alpinistes. Est-ce que Stanislas Parvulesco, le roi, doit veiller à ce que cette tache blanche ne devienne pas grise sur les atlas?
Mais évidemment, l'écologie est des causes fondamentales du royaume et nous nous battons toujours pour cela. Moi, j'essaie en France de le faire et à l'international, on essaye de sensibiliser un maximum sur ce qui est en train de se passer là-bas, entre la déforestation qui est énorme dans les terres de Patagonie, puisque beaucoup enlèvent les forêts fondamentales pour y planter de l'eucalyptus qui pompe l'eau à un niveau exceptionnel, ou du caoutchouc qui est également un grand consommateur d'eau, et à toutes ces terres qui sont dépeuplées de leur population originelle, et où Benetton et plusieurs internationales, Benetton et les vêtements, qui mettent des élevages énormes en chassant les Indiens de leurs terres. Vous avez également les grandes compagnies pétrolières qui font de la prospection et celle du gaz de schiste. Et c'est un de nos combats principaux, d'essayer de l'écologie et d'essayer surtout de préserver cette nature première qui est la terre-mère des Indiens. C'est le maximum qu'on puisse faire, c'est le minimum qu'on puisse faire surtout. C'est pas mal. Vous avez quelque chose à dire, Jean-Charles ? Moi, je me demandais, comme bon, vous n'êtes pas encore souverain, mais vous agissez dans le sens de votre État, donc à Patagonie. Comment est-ce que chaque jour vous apportez votre pierre à l'édifice ? Eh bien, écoutez, il faut commencer par écouter les peuples indiens, c'est-à-dire que j'essaye via les différents réseaux sociaux, via des mails, via du téléphone parfois, de rester en communication avec les Indiens. J'essaie également d'organiser petit à petit autour de nous une structure qui soit stable et efficace. Et ça demande un peu de temps parce que vous savez comment sont les gens. Pour lancer un mouvement, pour lancer une association, ça prend un peu de temps. Les fonds viennent difficilement. Mais jour après jour, on arrive à édifier tout ça. Et je crois que j'ai bien avancé depuis 2015 puisqu'on commence à avoir vraiment beaucoup de monde et ce gens qui fonctionnent. Vous êtes un roi youtubeur en plus. On a lancé une chaîne, oui, que finalement, moi, c'est une chose, je ne comprends pas grand-chose à ces choses-là. Alors, j'ai Internet, mais enfin, je suis pas spécialiste de ça, donc je ne lance de vidéos que quand je suis avec mes communicants, et ça arrive pas tous les jours non plus. Ils sont ils ne vivent pas avec moi. On n'a pas encore une communauté de... C'est vrai qu'un roi youtubeur pourrait être excellent, ce serait révolutionnaire. Mais ce serait très complexe. Il ne faudrait pas tomber dans le Trump, en faire du roi Twitter. C'est un roi youtubeur, mais il faut éviter. Moi, j'aimerais bien. L'affichage public doit être évité, à part dans les médias traditionnels. Vous êtes un roi modeste. Je ne sais pas si on peut être un roi modeste, mais on peut tenter de l'être. Bon, et alors, surtout, il y a deux peuples qui peuplent cet endroit, justement, les Alakalouf et les Mapuches. Alors, où en sont les Alakalouf et où en sont les Mapuches aux dernières nouvelles ? Les Alakalouf, vous savez qu'il y avait encore une dernière famille d'Alakalouf il y a 20 ou 30 ans. Ah oui. Je pense qu'il n'y en a plus du tout. Les Mapuches sont encore très présents, il y en a beaucoup, même si la plupart sont métis. Aujourd'hui, il faut pas... ce sont des gens qui sont extrêmement bien intégrés à côté de certaines revendications dans la société chilienne ou argentine. Et... à part les Mapuches, aujourd'hui, les peuples premiers d'Amérique latine sont devenus très très rares, en tout cas sur la partie chilienne et argentine. Mais ils sont pas alcoolos comme ceux qui habitent au Port, les Mapuches ? Non, pas du tout. Vous avez des grands universitaires, vous avez... c'est pas du tout dans ce qu'on imagine. Finalement, la plupart sont en ville. La plus grande population mapuche est une population citadine. Et ce sont des gens qui réussissent tout à fait et qui sont... Vous le regrettez qu'ils soient en ville ? À la fois, on doit le regretter, puis ça doit être satisfaisant, puisque... On regrette le fait que le rapport à la terre disparaisse, mais enfin pour eux, c'est souhaitable aussi qu'ils puissent travailler, être en ville et avoir une vie de personnes tout à fait... Et est-ce que les Alakalouf avaient des caractéristiques différentes par rapport aux Mapuches ? Ils étaient beaucoup plus grands. Ah ! Les Mapuches sont un peuple de personnes assez... c'est drôle, c'est anti-darwinien ça. Un peu plus petites, et les Alakalouf, c'est des gens très très grands. Ah, les grands ont disparu. Oui, c'est ça. C'est terrible. Mais vous savez, il y a une tradition qui est de l'animal fétiche et totem à chaque peuple. Et vous avez, c'est souvent raffilié à cette taille qu'il y avait entre les peuples. Alors, Blaise Sandars avait dit à propos de la Patagonie que c'était la conquête de l'inutile. Est-ce que vous reconnaissez dans cette notion d'inutile ? Je pense que jamais la liberté ne peut être inutile. Oui. Alors, je ne pense pas que ce soit un combat inutile. Mais est-ce que ça serait pas dans la phrase ce qui est le plus beau, ce sont les causes inutiles ? Mais il y a des très belles causes qui sont inutiles, mais celle-là ne l'est pas. Oui. C'est une cause qui sert à défendre un peuple, qui sert à défendre une idée de l'homme, même tout simplement, une idée de l'homme premier, une idée de l'homme sur sa terre. Et je pense que c'est loin d'être inutile. Bien sûr, évidemment. Et alors, c'est aussi une terre littéraire. Emporté par les crocs de la haine incarnée,
Si nous sommes cernés par tous les terrorismes, ceux du sang de la haine ou ceux de nos fascismes, s'il faut plus qu'une armée pour protéger nos livres, on ne combat jamais mieux qu'en ouvrant des livres. Pour cela fusillés qui pour l'éternité resteront le symbole de notre liberté. Nous chantons nos prières, nous chantons pour la terre. L'écrivain, on va en parler, l'écrivain Saint-Loup avait fui les condamnations à mort. Là on pouvait vivre indéfiniment sans papier. Là on pouvait changer d'identité selon son humeur du moment ou l'orientation des vents. Il y a Jean Raspail aussi, mais Saint-Loup est, je pense, un bien plus grand écrivain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de Saint-Loup, Stanislas ? Il a tout de même fait une des citations les plus agréables au monde dans sa biographie du prince. Dans Le Roi Blanc des Patagons, il a quand même, je vais essayer de me rappeler de tête, mais il avait dit, quand on voit les exploits pipés de Jim du Far West et autres héros de bande dessinée actuellement, eh bien les exploits de Monsieur de Tounens, parce qu'ils sont véridiques, sont sans doute les plus beaux à voir. Ah oui, mais est-ce qu'il avait d'ailleurs vraiment fui, je crois, en Patagonie pour des raisons politiques ? Parce qu'il a été prof de ski d'Eva Perón et après il est parti en Patagonie, non ? Oui, il y en a beaucoup qui sont partis dans ces régions-là à cette époque-ci, mais le royaume n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, ils ne sont pas venus pour nous. Tous les Sud-Américains qui ont des noms en allemand, on en connaît quelques-uns dans le 6e. Oui, mais beaucoup de ces Sud-Américains sont arrivés aussi bien avant. Ah oui, c'est vrai. Plutôt dans les années 1870, 1880 qu'en 45. Il y a beaucoup de Chili, il y a énormément d'Allemands. Toute l'armée chilienne est déformée par l'armée allemande. Bah oui, Quand vous voyez entre les Chiliens et les Argentins défiler, vous voyez les Chiliens qui ressemblent tout à fait à la Wehrmacht actuellement. Et quand vous voyez à côté l'armée argentine, ressemble tout à fait à l'armée française des années 20, 1910-1920 avec des pantalons rouges et des hauts garances. Ouais. Non, le pantalon garance et des hauts bleus horizon. Ouais, tout à fait, mais bon. Mais vous avez... Alors, le livre de Saint-Loup, je dois quand même le citer, c'est La nuit commence au Cap Horn, qui... oui, il y a aussi Le Roi Blanc des Patagons, mais il y en a eu deux. Il y a aussi La nuit commence au Cap Horn, mais La nuit commence au Cap Horn devait avoir le prix Nobel, et sous le nom de Marc Augier, et un jour on dit en fait c'est Saint-Loup, et là tous les gens se retirent pour avoir le prix Goncourt, sauf Colette. C'est pas tant. Mais c'est connu comme anecdote, enfin. Je ne la connaissais pas. Voyons. Faut parfois avouer c'est tort. Je ne connaissais pas cette anecdote. Et la Patagonie, Stanislas, c'est aussi le vent qui occupe 3/4 de l'année, c'est les tempêtes, qui détruit toute tentative de végétation. 3/4 de l'esprit humain également. Oui. Oui. C'est la pluie 300 jours par an. Est-ce que ce vacarme de fin du monde, vous pensez, peut inspirer les écrivains ? Et est-ce que, voilà... Je pense que là, il y a un peu d'exagération. Les terres que vous décrivez, c'est l'extrême sud, les terres les plus australes. Et je pense que il y a l'avantage en Araucanie, en Patagonie, d'avoir tous les climats. Vous avez une montagne magnifique, vous avez de la forêt, vous avez du désert, vous avez des plaines, vous avez des terres d'élevage superbes, et vous avez à la fois des glaciers gigantesques fouettés par les vents. Mais je pense que c'est une terre tellement multiple qu'on ne peut pas la définir par une seule météorologie. Oui. Alors, Antoine, qui n'a pas encore beaucoup parlé, tu nous as fait une merveilleuse chronique sur un livre de Jean Raspail sur Antoine de Tounens. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Absolument. Antoine. Oui, eh bien, bonsoir, chers auditeurs. Du cimetière de Tourtoirac en Dordogne, où Antoine de Tounens a transporté son gouvernement et siège jusqu'à la fin des temps, j'ai reçu mes lettres de créance, moi, Jean Raspail, consul général de Patagonie. C'est sur ces mots que s'achève le roman de Monsieur Jean Raspail, moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, publié chez Albin Michel en 1981. Monsieur Jean Raspail, bien sûr, grand voyageur et consul général de Patagonie. Au passage que je viens de lire, le passage que je viens de lire est immédiatement suivi de cette citation de Céline. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant, il suffit de fermer les yeux, c'est de l'autre côté de la vie. Ce roman est en fait la complainte d'un doux rêveur, d'un Don Quichotte, d'un minuscule perdant magnifique de l'histoire. Antoine Tounem, né en 1825, fils de paysan périgourdin, a l'immense regret, le regret très amer dès sa petite enfance, lorsqu'il s'aventure en haut de la colline de son village, de ne voir à perte de vue que d'autres collines, toutes similaires.
en lieu et place de montagnes, d'océans, de forêts luxuriantes. Ce jeune homme rêve d'aventure, de navigation, d'héroïsme et de grandeur, et son père lui ayant révélé qu'il pourrait être le descendant des princes déchus de Tounens, il se résout à restaurer l'antique gloire de sa lignée, et il sera dorénavant le prince Aurélie-Antoine de Tounens et sera un jour roi, déployant une carte du monde pour y chercher une terre de conquête, une terre encore vierge. Il jette son dévolu sur l'Araucanie et la Patagonie, terre désolée, enfer quasi désertique où des tribus farouches tiennent tête aux armées chiliennes et argentines. Devenu avoué à Périgueux, le jeune homme poursuit avec acharnement une idée fixe, un rêve démentiel. Il ne rêve plus, jusqu'à son dernier souffle, que d'être le roi de Patagonie. Évidemment, sous une pluie constante de quolibets et de railleries, tenu pour fou par la plupart des gens qu'il rencontre, le prince de Tounens mène seul 4 expéditions vers son royaume, des aventures évidemment toutes plus désastreuses les unes que les autres, qui ruinent sa famille et le conduisent de cachot en asile de fous. De fait, il se conduit, on peut considérer qu'il se conduit comme un aliéné. Il s'invente tout un cabinet royal constitué de ministres imaginaires, mais le rêve touche à la réalité puisqu'il est de fait proclamé roi par des caciques mapuches à Villarrica en 1860. Il règne par moments, il règne bel et bien avant qu'un monde cruel ne mette fin à cette grandiose illusion de conquistador à la triste figure, qui termine ses jours pauvre et méprisé de tous, à Tourtoirac, où les enfants le poursuivent en riant comme un roi de carnaval. Évidemment, vous me direz, pour un roi, quelle plate agonie, si j'ose dire. Ce qui est frappant, c'est que Raspail rend cette désastreuse histoire encore plus bouffonne en un sens qu'elle ne l'a réellement été probablement. Et pourtant ce qu'il séduit est ce qu'elle a de résolument tragique, d'affreusement triste. On ne rit jamais en lisant ce roman. Le rire est en fait l'apanage des médiocres, des incrédules, des gens mesquins et terre-à-terre pour qui la colline du village est déjà un horizon trop lointain. Le roi est incapable de dérision. Il est grave, aussi austère que les terres sur lesquelles il prétend régner, et il ne fait qu'une seule concession aux rieurs, c'est lorsqu'il fréquente le salon de Nina de Villars, où il rencontre Antoine et Charles Cros, et où, au fond, et à qui il pardonne leur dérision. Mais à Antoine de Tounens succédera un certain Achille Ier, qui était l'un de ses proches, qui s'autoproclame 3 ans après sa mort roi de Patagonie, et qui, quant à lui, au contraire, est, je crois, une sorte de farceur. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté par Jean Raspail, qui porte la couronne de Patagonie un peu par dérision, et qui règne sur les cabarets de Montmartre et de Montparnasse. Il est négociant en Champagne, et au fond, je me demande, Stanislas Ier, si vous vous considérez comme l'héritier d'Antoine de Tounens, ce personnage tout à fait austère, obsédé par son rêve royal, ou si vous vous identifiez plutôt à Achille Ier, ce farceur, au fond, cet homme qui savait rire. Mais écoutez, je vais commencer par vous répondre en vous disant que vous avez tout à fait raison dans ce que vous disiez, en disant le roman de Jean Raspail, puisque c'est un livre qui est totalement romancé, il faut se l'avouer, et que Achille, même s'il était un espèce de mastodonte énorme, qui aimait fréquenter les cabarets, qui échangeait volontiers un titre de comte contre une pinte de bière, et qui était en effet un rieur, et si Aurélie-Antoine a été en effet moqué pendant des années, Aurélie-Antoine a quand même régné pendant 11 ans, en étant également un chef de guerre, il a régné sur ses terres pendant 11 ans en étant chef de guerre, et je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un pitre et un guignol. Mais je pense que, comme tout souverain, on est obligé de non pas s'inscrire dans l'héritage d'un seul, mais dans l'héritage d'une lignée. Et donc je m'inscris à la fois dans l'héritage d'Aurélie-Antoine, dans celui d'Achille, dans celui d'Antoine II, et dans celui de tous ceux qui ont suivi jusqu'à Philippe Ier et mon prédécesseur. Mais c'est formidable tout ça. Bon, maintenant, on va passer à une nouvelle séquence. Je voudrais qu'on parle un petit peu du Chili. I want to go. Take a slow boat to Valparaiso.
voulais parler du Chili et notamment d'un épisode que je connais bien et qui m'intéresse spécialement. Et ça va rejoindre tout ce qu'on va dire, et de toute façon, même si ça rejoint pas, c'est pas grave. C'est le coup d'état de Pinochet en 72 et la chute de Salvador Allende. Déjà, Stanislas, qu'est-ce que vous inspire cet événement? Et après, je dirais mon histoire par rapport à ça. Ça m'inspire tout simplement la fin d'une liberté et l'accession au pouvoir de l'américanisme en Amérique latine. C'est vrai, mais alors c'est très drôle parce que moi, ma grand-mère était très proche de Salvador Allende. C'était une des meilleures amies de la femme d'Allende. D'Allende, elle était chilienne. Et en 1972, quand il y a le coup d'État, évidemment, tous les Chiliens, les premières personnes qu'ils appellent quand il y a le coup d'État, c'est mon grand-père et ma grand-mère à Paris. Et mon père, à 17 ans, qui était très mauvais à l'école et qui a eu le bac difficilement après, décide à 17 ans de partir faire la révolution au Chili. Et là, il arrive au Chili pour dire « je vais aller faire la révolution, je vais aller avec les comités révolutionnaires pour détrôner Pinochet ». Et il se dit « mais en fait, c'est formidable, le Chili sous Pinochet. Il est là, il y a un calme parfait dans la rue, il y a des chars la nuit dans la rue, c'est extrêmement agréable. Tout le monde lui dit tu vas arriver sous la ligne nazie, il se croirait en Suisse. » Écoutez, je ne sais pas si le calme, quand il est imposé, est agréable. Un calme naturel peut être agréable, mais je pense que c'est un calme qui était imposé et qui donc n'a aucune valeur réelle. Oui, mais ce que disent beaucoup de gens, c'est que Allende avait fait une politique qui n'était pas viable et qui forcément devait mener à ça. Vous savez, aucune politique n'est viable. Oui, bon. Défendez-moi, vous. Attendez, non, mais parce que ce relativisme peut être néfaste quand même. Il y a des politiques qui sont plus viables que d'autres. Oui, pour un certain nombre d'années. En l'occurrence, Pinochet a quand même amené de la prospérité au Chili. Et aujourd'hui, la situation économique au Chili, qui est, je crois, l'un des seuls pays d'Amérique latine qui est à l'OCDE, avec l'Argentine, je crois. Non, je crois que c'est l'un des seuls pays qui est à l'OCDE. C'est quand même grâce à Pinochet. Le système institutionnel qui est stable, c'est grâce à Pinochet. On va pas parler de politique. Ça l'est à quel prix? Surtout ne pas parler. À quel prix ça l'est? On est une émission anti-politique. Au prix d'un nombre de morts invraisemblable, au prix de la souffrance. Oh, nombre de morts, il y a pire quand même. C'est pas de saison. Il y a eu pire en effet, mais bon, je sais pas si on fait une pyramide et si on fait un concours de celui qui tuera le plus. Alors tout le monde disait qu'il y avait 30 000 morts, il y en a eu 3 000 en fait. Tout le monde disait qu'il y avait 30 000. Je suis pas sûr si on calcule la totalité des à côté également qu'il y en a eu que 3 000. Ah oui? Peut-être qu'il y en a eu un peu 3 000 par les hélicoptères, un petit amusement qui se permettait, mais dans le nombre de familles, de mères de famille qui ont vu disparaître les membres de leur famille, il y en a énormément. Et des Indiens qui ont été, grâce à la loi antiterroriste qui a fait voter en fin de vie, qui ont été tirés comme des lapins à sortie de manifestation, il y en a eu aussi un bon nombre, plus de 3 000. Mon père a voulu rentrer dans les comités révolutionnaires et ce qui est le pire, c'est qu'il s'est fait virer des comités révolutionnaires. Ce qu'il faut quand même faire, en 72, on n'a pas voulu de lui dans les comités révolutionnaires et on lui a dit tu nous sers à rien et donc sa carrière militaire s'est arrêtée là. Alors après j'aurais une autre anecdote drôle à vous raconter, mais dites un truc Jean-Charles. Non, je voulais vous dire, peut-être que vous en savez plus que moi, plus que nous là-dessus, c'est la réaction, effectivement, vous en parliez à l'instant, des Indiens face à Pinochet. Je sais que Pinochet a voulu établir une forme de souveraineté qui n'était pas adaptée au Chili et considérait que toutes les terres des Indiens appartenaient à l'État et non pas aux Indiens. C'est-à-dire qu'il était pour eux millénaires, il les a depuis toujours. D'un coup, on leur a dit écoutez, ce n'est plus à vous, ce n'est pas à vous. Débrouillez-vous. Vous allez habiter ailleurs, allez en ville, démerdez-vous. Et on a décidé que tout Indien qui se rebellerait contre ça, qui dirait non, je veux rester sur mes terres, serait considéré comme un terroriste. Et cette loi qui est toujours en activité aujourd'hui permet de traiter de simples petits manifestants de rue comme des terroristes, avec un usage d'armes assez terrifiant. D'accord, donc Pinochet était anti-autochtone. Profondément. Bah oui, mais d'ailleurs le Chili est un des Même si on l'a vu poser une fois en poncho et en tenue traditionnelle, c'était plus pour en toute fin de vie, pour s'amuser et pour le folklore que pour autre chose. D'ailleurs le Chili est un des pays les plus libéraux au monde et un jour Jean-Marie Le Pen est allé au Chili et tout le monde a dit mais qui est ce socialo quoi? Ce type qui est pour l'éducation gratuite, pour la sécurité sociale, ce type est un communiste profondément. Il faut dire qu'en Amérique du Sud, la pire des erreurs qui puissent arriver, c'est l'extrême droite. La plus belle des choses qui puissent arriver, c'est l'extrême gauche, tout simplement. Mais alors vous considérez que Pinochet est d'extrême droite? Pour moi, Pinochet est d'extrême droite, mais dans le sens français du terme. Il est d'extrême droite libérale, une extrême droite pro-américaine, basée sur un capitalisme et une surconsommation inadaptée
Alors, ce qui est très très amusant, c'est qu'au moment du coup d'état de Pinochet, ceux qui ont soutenu et permis le coup d'état, il y a énormément de néofascistes internationaux qui ont permis. Mais au fond, ces néofascistes internationaux, quand Pinochet est arrivé au pouvoir, se sont mis à regretter Allende. Parce qu'ils étaient beaucoup plus proches idéologiquement d'Allende que de Pinochet. C'est une évidence et c'est tout à fait normal. Perón, qui est à côté, lui qui n'a jamais posé de problème aux Indiens, Oui. est un exemple beaucoup plus grand et pourtant il est à la fois accepté par les socialistes et par les fascistes. Je pense que regardez plutôt Perón que Pinochet si vous voulez avoir un exemple d'un bon président local. Toute la fortune de la famille a été saisie par Perón, donc je vais Oui, enfin. pas dire du bien, mais C'est sans doute une bonne raison de l'aimer. c'est pour ça que je suis à ce micro ce soir. Mais il faut lire, je crois, les bouquins de Gabriel Adinolfi, tout ça, qui racontent vraiment cette internationale fasciste. Il y a eu des bouquins sur ce qu'on appelait l'ordre noir, tout ça, l'international de l'ordre noir, qui a soutenu Allende, qui a soutenu vraiment ce coup d'état et qui a permis aussi ce coup d'état de Pinochet. Et puis avec les Miguel Serrano et compagnie. C'est qui Miguel Serrano? C'est un théoricien de la Terre plate, mais vous savez, quand on va dans les théories de soutien à Pinochet, on peut arriver dans le soutien de la Terre plate sans problème. Hein. Génie. Bon, on va continuer à parler de Pinochet. J'ai une De anecdote. la Terre creuse plus que de la Terre plate d'ailleurs, c'est encore C'est mieux. quoi la Terre creuse? C'est que la Terre est concave avec des géants vifs sur la face interne de la Terre. Hein, avec un Il y soleil aurait de intérieur. grandes métropoles futuristes sous nos pieds. C'est tout à Exactement. fait dans les projets de Jean-Charles qui dirige une alliance et fait des soirées autour de ça. Oui, certes. C'est vrai que le futurisme compte beaucoup à mes yeux. Bon, Ouais. on va faire une courte pause musicale et on continuera de parler de Pinochet. J'ai des anecdotes énormes à vous raconter après la pause. Excellence. En fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios locaux. Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir? Les gens qui pensent. Mais qui c'est qui se gêne pas pour que les coches fait des booms? Les gens qui bossent. Ils s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait déjà moins de délinquants. Les gens qui bossent. Ils exploitent la planète et puis tant pis si ça pète. Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, c'est que de la racaille. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, faut les nettoyer au Karcher. À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé? Les gens qui bossent. Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais? Les gens qui bossent. Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés? Les gens qui bossent. Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui? Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont égoïstes. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, heureusement y en a de moins en moins. Ah, et les dreadlocks, faut pas dormir hein. Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas quoi la ramener. Bon, combien là? Oh putain les mecs, on a fait 2 minutes 4 et le format c'est 2:32:40. Faut qu'on y retourne là, ok? Allez, 3 codes. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, et allez on se lâche. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pires que les nazis, c'est des Américains. Oh, stop, stop. Putain, 2 minutes 52 les mecs. Ça recommence, mesdames, messieurs. Alors, on va tout de suite repartir par une anecdote personnelle que je vais vous raconter, qui est assez amusante. C'est que, au moment d'Allende,
j'ai eu, certes, mon père n'a pas fait la révolution, mais j'ai eu un grand-oncle qui a vraiment fait la révolution et qui a été agent secret cubain parce que sa mère était la maîtresse de Fidel Castro. D'ailleurs, bon, il y a dû en avoir pas mal des maîtresses de Fidel Castro. D'ailleurs, elle racontait que Fidel Castro était éjaculateur précoce, qui pas... Je ne sais pas s'il a eu beaucoup de demi-frères. C'est une anecdote que personne ne sait. Hein. Là, on est dans un truc hors livre, quoi, hors bouquin. Là, on est dans de l'inédit total. C'est très de gauche, éjaculation précoce. Ah oui, pourquoi? Ça n'ennuie pas la femme, c'est plus rapide. Voilà, c'est ça. On peut en donner plus. Oui, c'est ça. Bah, c'est très dictatorial. On imagine mal quelqu'un qui est un dictateur prendre 3 heures, quoi. Et il a fait toute sa carrière. Et ce qui est très drôle de ce type, je vais vous raconter l'anecdote, il a fait la révolution chilienne contre Pinochet, il a été agent secret cubain, il a été très proche de Carlos, pas celui qui chantait Big Bisou, l'autre. Et ce qui est énorme, c'est que pendant 30 ans, j'en ai pas entendu parler, et devinez où je le retrouve en 2012, ce type. Alors, on va faire... Devine, t'as pas une idée ? Aucune idée. Je le retrouve sur internet dans le comité de soutien de Marine Le Pen en tant qu'ancien ministre. Et alors je sais pas comment il avait fait croire à Marine Le Pen qu'il était ancien ministre, je sais pas comment il a fait alors qu'il a jamais été ministre de rien. Et surtout le mieux c'est qu'il a été en 2012 candidat Front National à Meudon. Et alors je me dis, c'est dingue, je savais pas qu'il habitait Meudon ce type. Et en fait il habitait l'hôpital psychiatrique de Meudon, ce qui lui avait permis d'être candidat Front National à Meudon. Et il tournait en rond dans son hôpital à répéter tous les jours qu'il était très proche de Fidel Castro, qu'il avait très bien connu Che Guevara. Et à force de répéter, on finit par y croire. C'est là que la phrase de Monsieur Ducos-Bourget s'applique très bien, qui est il n'y a pas que des fous, mais tous les fous y sont. Oui, c'est ça. Et tout le monde croyait qu'il était fou à dire ça, alors que oui, il était le meilleur pote de Che Guevara et de Fidel Castro. Mais bon, il passait sa vie en... Et d'ailleurs, il est mort il y a 6 mois, on a appris sa mort, mais bon. Vous nous raconterez un autre jour les relations entre votre famille et Ho Chi Minh, je crois. Voilà, mais on raconte. D'ailleurs, vous avez... Une relation de maîtresse à amant aussi, ou c'est très différent? Toujours maîtresse à amant. T'avais, alors, après la révélation sur Fidel Castro, t'avais une révélation à faire sur Jean Raspail. Ah bah oui, c'est quand on parlait tout à l'heure au début quand il parle de ce titre consulaire, de consul général arrivé par les tombes. C'est très amusant de retrouver dans les archives de la chaise, le petit manoir qu'avait mon prédécesseur à Tourtoirac, de belles lettres envoyées par Jean Raspail disant mon cher prince, suite à la décoration que vous m'avez donnée à Paris, j'aimerais que vous m'offriez un consulat général de Patagonie en France et de retrouver la patente que le prince Philippe lui a faite, qu'il a ensuite bien évidemment raillé, mais que le prince Philippe lui avait faite, lui disant vous êtes à partir de maintenant consul général d'Araucanier de Patagonie en France. Extraordinaire. Cet homme qui a toute sa vie après insulté le prince Philippe en disant que c'était n'importe quoi, vous avez quelques beaux courriers prouvant que c'est en réalité lui qui a demandé au prince Philippe de le faire consul général. C'est vrai que je suis obligé de le reconnaître puisque je ne peux pas renier un acte royal de mon prédécesseur. Donc, en effet, Raspail est bien consul général. Pas autoproclamé, mais proclamé par le précédent souverain. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une qualité littéraire dans ces bouquins ou non? Moi, je trouve pas. Mais bon. Je vois qu'il y a une qualité littéraire qui peut être présente dans certains. Par exemple, celui sur le jeune roi qui revient, qui est un jeune homme qui est sacré dans la cathédrale par un vieil évêque avec des pères qui s'enfuient dans la France. Oui, un truc, l'anneau du Brennon, un truc d'anneau. Non, c'est pas l'anneau des Nibelungen, ça c'est... Une histoire d'anneau, l'anneau du pêcheur, Non, c'est pas l'anneau du pêcheur, ça en est un autre, comme je me souviens plus. Mais tout le monde dit que le Camp des Saints c'est un grand livre, je trouve ça mauvais. Le Camp des Saints, moi je pense surtout que c'est très simple d'écrire des choses pareilles, et d'autres l'ont fait avant. Comme qui? Je ne peux pas citer précisément mais enfin, écrire sur l'immigration, sur une vague migratoire qui va arriver et envahir le monde, je suis désolé, ça fait depuis les Huns qu'on écrit des choses pareilles. C'est d'ailleurs très amusant. C'est Attila qu'on écrit ça. Oui, d'ailleurs, dans son roman sur Antoine de Tounain, c'est assez marrant, il y a un fond de guerre des races. C'est un peu la patte. Calme-toi. Non, bien sûr. Il n'y a pas de coupure là. Antoine de Tounain, ça arrive au Panama et guerre entre, c'est-à-dire, oui, c'est un peu guerre des ethnies, enfin. Une guerre ethnique, interethnique. Il arrive en Amérique du Sud et là, à un moment donné, il arrive dans une ville où le parti libéral, c'est-à-dire les Noirs, sont en fait une armée entièrement constituée de Blancs, alors que ceux qu'on appelle les Blancs, c'est-à-dire les cléricaux, sont en fait une armée de Noirs. Bon, c'est un peu le côté burlesque de... Voilà.
il y a tout un tas de passages sur les esclaves qui viennent d'être libérés, qui provoquent des troubles. Enfin bref, c'est le fond, voilà. Ah oui. L'idée de les conceptions de D'ailleurs, Raspail. Raspail parle de Saint-Loup dans son bouquin. Il dit qu'il aime pas du tout Saint-Loup, qu'il a dîné 2 fois avec lui, que c'était une atmosphère très étrange, et dit qu'il y avait un côté matin des magiciens, que ce type dans une sorte de délire sacré Graal, ridicule. Tu as tout à fait raison, mais Raspail en même temps, c'est pas une vieille dame avec qui on va prendre le thé et qui rentre se coucher ensuite, il n'y a rien d'intéressant. Il vaut mieux un homme avec un esprit matin des magiciens qui l'on s'amuse et avec qui on va envoyer 4 ou 5 bouteilles de rouge qu'un homme qui va simplement vous dire oui, je suis aigri par le travail de ma vie et maintenant je veux être tranquille. Je suis désolé, entre les deux, je choisirais Saint-Loup. Bah, moi aussi. Moi aussi. D'ailleurs, anecdote drôle, parce que autrefois à cette radio j'avais un autre pseudonyme, maintenant j'en ai un nouveau, parce que pour cause d'anonymat renforcé. Mais un qui a voulu faire la révolution en 72, c'est Jean Edernalier, qui était parti avec une partie de notre argent au Chili. Et les fonds étaient collectés par Régis Debray. Et ce qui est très étonnant, c'est que notamment, non seulement il n'a pas financé la révolution, mais il est allé au Chili, il s'est payé les plus beaux hôtels, et il appelait des plus beaux hôtels les résistants qui se cachaient sous des faux noms en leur appelant par leur vrai nom. Le type est génial, quoi. Et il est revenu, il a écrit une ode à Pinochet. Là, c'est les liens entre nos deux familles plus ou moins, puisque c'est un bon ami de mon grand-père, Edernalier, avec qui il courait les hôtels également en partant sans payer la note. Ah oui, mais ça, on le Pour sait. se réfugier chez Dominique Deroux, qui les accueillait ensuite pour les cacher pendant une semaine avant que pour que l'hôtel les oublie un petit peu. Mais nos grands-pères se sont connus, on en avait parlé la première fois qu'on s'était vus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de votre grand-père maintenant ou pas ? Écoutez, oui, avec plaisir. Déjà, c'est bizarre, mais à quel âge tu avais quand ton grand-père est mort ? Mon grand-père est mort en 2010, j'avais donc 15 ans. Et est-ce que vous en gardez un fort souvenir ou est-ce que vous étiez trop jeune Je pense qu'on est obligé d'en garder un fort souvenir quand il y a une personnalité comme celle-ci. Mais après ça, j'ai des souvenirs photographiques surtout, des images de loin ou d'histoires qu'on m'a racontées ou des émissions de radio, de télévision. Mais j'ai très peu de souvenirs d'une phrase qu'il m'aurait dit directement, par exemple. Non, ça j'en ai peu, mais le personnage marque tout de même. Ouais, je crois que c'était je sais plus qui m'avait dit que tous les écrivains qui avaient connu Jean Parvulesco avaient été impressionnés par lui. C'est un type qui impressionnait. C'est un type déjà qui parlait pas beaucoup, qui quand il parlait, n'était quasiment que dans la poésie, et y compris quand il parlait de politique. Et c'est aussi un physique, c'est une espèce de physique de Barbouze, physique Barbouze des années 60, toujours en imperméable, avec un petit mètre 70 pour un bon 80 kilos, et une structure très peu mobile, mais avec du coup posé, calme, droit, et on l'écoutait quand il parlait. Ah oui, d'ailleurs il a été joué par Jean-Pierre Melville dans À bout de souffle. Oui, exactement. À l'époque où il n'était pas encore écrivain, et il était encore un peu Barbouze à l'époque. Et il a été Barbouze ? Il a été, on peut le dire maintenant, oui, il a été clairement... il a, non pas pour la France, mais il a travaillé longuement pour l'OAS, pour les Espagnols un petit peu, pour l'anti-Portugal ensuite, pour ensuite faire la révolution au Portugal, pour virer Salazar. Mais personne n'avait dit qu'il était un peu gaulliste en même temps. Il a été gaulliste sur la fin, oui. C'est pas comme Raymond Abello, non ? Dans un esprit grand européen, il était gaulliste. Après, dans l'esprit anticolonial, il n'était pas, mais il était gaulliste grand européen, oui. Je crois que nos grands-pères avaient dîné ensemble avec Ezra Pound, qui était venu à Paris par Dominique Deroux, et qui ne parlait déjà plus d'ailleurs. C'était pas très intéressant de dîner avec lui parce qu'il était muet. Mon grand-père a plus ou moins fini et achevé les derniers recueils de poésie de Pound. Ah oui. Qui sont rappelez-moi le nom du dernier grand recueil. Les cantiques. Les cantiques, c'est ça. On peut dire que les cantos de Pound, il y a 2 livres de mon grand-père qui sont la finalité de ces cantos. Des infos incroyables. Comme par exemple, pas sous le nom des cantos, ouais. Mais qui sont la continuité de ça, comme Diane devant la porte de Memphis et un autre recueil qu'il faudrait que je retrouve. Et ils étaient très proches, et c'est cette époque où vous aviez ces intellectuels qui voyageaient énormément dans l'Europe pour voir les dernières bribes de cette vieille France des années 1910-1920, de cette vieille Europe, de cette vieille Amérique, pour réussir à les revoir et attraper les dernières bribes pour recréer eux-mêmes un nouvel art. Il y en avait un qui était comme ça, et d'ailleurs j'ai même un jingle spécial pour lui, c'était Pablo Neruda. Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours
meurt-on ne sait comment. Comment croire au pas pesant des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. On a passé la chanson un extrait de Jean Ferrat sur Pablo Neruda. Qu'est-ce que vous inspire Pablo Neruda? Déjà, est-ce que votre grand-père l'a connu peut-être? J'ai pas une information que je sais. Ça. Je ne sais pas si mon grand-père a connu Neruda, mais je trouve que Neruda est un assez bon poète, un bon défenseur de la liberté également, et qu'une personne qui s'est élevée comme ça au Chili pour la beauté d'une forme de tradition chilienne est une personne qui doit être appréciée, et je l'apprécie pour cela aussi. D'ailleurs, il avait été ambassadeur du Chili à Paris. Il avait transformé l'ambassade du Chili en bar. Ce qui nous aurait sans doute tous beaucoup plu, je pense. C'est une décision qui peut tout à fait être agréable. Si toutes les ambassades feraient ainsi, je pense que la diplomatie serait beaucoup plus efficace. Oui. Et il avait habité à... Moi, j'ai lu ses mémoires qui s'appellent... je ne sais plus comment elle s'appelle, donc catastrophe. Il parle d'ailleurs de mon arrière-grand-mère Françoise Leca dans ses mémoires. Il avait habité chez elle à Paris quand il était venu. Et voilà, Jean-Edouard, vous avez quelque chose à dire peut-être? Vous n'avez pas ouvert la bouche de l'émission, donc pourquoi pas? J'ai dit bonsoir au début, oui, j'avais oublié déjà. Vous avez non, je me demandais tout à l'heure quand le roi parlait de la défense des libertés, s'il avait un plan révolutionnaire pour reprendre le contrôle de ces terres. Une révolution mapucho-pavlesquienne, peut-être? Absolument pas, puisque ce n'est pas souhaitable, au fond, puisque la chose que je souhaite, c'est ce que souhaitent les Indiens. Et les Indiens souhaitent plutôt une autonomie qu'une indépendance. En conséquence, le plan, ça va être très simple, et c'est celui qu'on applique depuis le prince Philippe, c'est d'essayer de faire au maximum pression via les instances internationales auprès du Chili pour faire calmer la situation et pour rendre la situation des Indiens plus sympathique. Tu as une voix au Conseil de sécurité très connu. Il y a une voix qui existe déjà de mon prédécesseur, qui est tenue par d'anciens amis. Et il y a également une voix qu'on est en train d'obtenir là au Conseil. On est en train d'obtenir parce que c'est un processus qui est assez long, qui prend 4 ans. Avant qu'on ne vous reconnaisse la voix. Oui, j'allais dire, vous avez une délégation diplomatique? Oui, on en a une qui marche, qui est efficace. D'accord. Qui est situé, qui a un siège Oh, il n'y a pas de siège, non. C'est chacun on essaie de le mettre justement. On essaie justement d'avoir un maximum de sièges. Très bien, d'accord. Endroits où les gens sont nos ambassadeurs, pas forcément de façon tout à fait formelle, mais où partout où les gens puissent aller, il y a un ambassadeur pour nous représenter. Et que dans chaque pays, quelqu'un qui souhaite connaître le royaume puisse avoir un interlocuteur ami. Et donc, par rapport aux relations internationales, vous avez des relations donc, avec le chef des Indiens ou alors vous avez... les caciques. On a des relations avec différents caciques, plusieurs caciques, également avec plusieurs machis qui sont les chefs religieux. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir des relations avec tous, parce bien que naturellement, c'est assez complexe, mais on essaie au maximum d'entretenir des relations avec eux, et j'entretiens régulièrement par mail et par téléphone, et quand ils viennent en France, j'essaie de voir au maximum ces gens-là. Oui. Excellent. Et on a nommé d'ailleurs le président de l'association du Centre d'aide aux populations indigènes d'Argentine et du Chili, dont je suis président d'honneur, est présidé par un machi, qui est un des chefs religieux locaux, qui est très très sympathique, Jorge Quilapan, et qui vient souvent nous voir. Il y a un film sur le roi de Patagonie qui est bien ou pas? Alors Ray, je ne suis même pas allé le voir, parce que j'ai vu la bande-annonce, il me semblait tellement risible et basque. Je n'ai pas. Il y a eu un vieux téléfilm des années 90, très tout à fait, oui. Oui. Et il y a eu une super production qui n'a pas été faite en 74, qui aurait pu être quelque chose de génial et grandiose. Une super production qui était espagnole ou chilienne, je crois, je sais plus, mais qui était grandiose, qui aurait dû être un film réellement à la limite à l'Apocalypse Now, avec un budget monstrueux et un film de folie. Il y a eu les premières prises de fête, il y a eu beaucoup de prises, il y a eu des interviews du prince Philippe faites à ce moment-là, qui existent sur le net encore aujourd'hui. Vous pouvez trouver des bandes annonces, je pense, mais le film n'a jamais été terminé, à mon plus grand regret. Ah oui, c'est terrifiant ça. Mais d'ailleurs, t'as connu un immense cinéaste qui était Eric Rohmer. Moi, je l'ai très peu connu, c'est mon grand-père qui l'a très très bien connu. Moi, je l'ai fait que le croiser plusieurs fois, mais je garde des liens assez évidents dans le cinéma, oui, puisque on va encore faire, là, en décembre, un colloque sur Jean Parvulesco, La Nouvelle Vague,
Le premier va s'appeler, excusez-moi de le dire un peu, c'est « Et si la nouvelle vague était fasciste ?» qui est sur les rapports douteux entre la nouvelle vague et la nouvelle droite. Qui va venir à ce truc? Il y aura Michel Marmin, peut-être? Je ne sais pas si Marmin est là, mais il y a un Italien qui a écrit une thèse là-dessus, et puis on aura tous les membres habituels du comité Jean Parvulesco et tous les gens qui voudront se joindre à nous. Ce sera chez Génie, dans le quartier de la République, le 21 décembre. Et nous en referons un peu plus tard, mais qui n'aura pas de thème fasciste, celui-ci. Juste Jean Parvulesco et le cinéma, avec des gens sans doute un peu plus mainstream qui viendront, et ce sera à Genève. Ah oui, à Genève, d'accord. Mais d'ailleurs, Romer était très de droite. Son frère, le frère de Romer, c'est un philosophe qui s'appelle René Scherrer, dont on ne parlera pas des thèses ici. Et dont le fils est également un peu moins... mais enfin... Voilà, nous ne parlerons pas des thèses de son frère, mais Romer, lui-même, était plutôt de droite, et l'anglais... Non, mais comme vous voyez, quand il y a des gens comme Jean-Yann, des gens comme... tout simplement aussi Jean-Pierre Rassam, ce sont des gens qui ont fréquenté un peu tous les milieux, mais surtout je pense qu'il faut voir l'époque. C'est une époque où on pouvait être de gauche tout en fréquentant l'extrême droite, on pouvait être d'extrême tout en fréquentant la gauche. Il n'y a pas ce sectarisme d'aujourd'hui qui est un post-68 en fait, et même... Après, ça a duré un peu sans exister, mais aujourd'hui, on est tellement dans une nouvelle génération qu'un homme d'extrême gauche ne tolère pas de serrer la main à un homme d'extrême droite, alors qu'avant, ils allaient boire des coups ensemble, et devant un micro, ils s'engueulaient, mais derrière un bistrot, ils s'appréciaient. Dans le documentaire sur De Grelle, La Fureur de Vivre, il y avait une scène où il était très copain du meilleur ami du Parti communiste qui avait été coupé à la diffusion. Oui. Non, rien. Je gloussais. Évidemment. Je voulais dire un truc que oui, par exemple, la phrase qui ouvre le mépris de Godard, c'est une phrase de Michel Mourlet. Michel Mourlet, c'est un animateur de Radio Courtoisie. Mourlet est un grand ami de mon grand-père. Il est venu plusieurs fois à des événements. Il est venu plusieurs fois aux événements sur Jean Parvulesco. C'est un homme de bonne volonté, qui est un bon écrivain, un bon journaliste, et c'est un homme très appréciable. Oui, non, tout à fait, oui. Mais comme quoi, il y avait dans la Nouvelle Vague des gens très... Mais alors, pourquoi il écrit comme vous voyez une ouverture de Céline, aujourd'hui, dans des films italiens comme de Sorrentino, comme La Grande Bellezza, c'est ouvert avec une citation de Céline. Ça n'est pas tout à fait perdu, ça. Et oui, et comme c'est très drôle, comme à la mort de Sir Aznavour, d'abord, qu'on salue, parce qu'on est tous très kitsch et très beaufs ici. Il y avait... Vous citez, monsieur. Quoi, évidemment. Je voulais faire, en fait, une mission sur la mort de Sir Aznavour, et on l'a pas faite à la fin. Il y avait, dans Un taxi pour Tobruk, ils ont ressorti ça, Aznavour cite une phrase de Maurras. Extraordinaire. Ah, tu vois, on découvre des Quelle trucs. est cette phrase? Je sais pas, mais il cite un poème de Maurras qui disait comme disait le poète, et le poète c'était Maurras. C'est dans Aznavour qui, comme nous, est un ennemi des Kurdes. Comment? Aznavour qui, comme nous, est un ennemi des Kurdes. Oui. Oh, si je puis me permettre, pourriez-vous nous parler, sire, de votre rapport à la Russie, puisqu'on nous dit que vous êtes un grand ami de Douguine? Eh bien, mon rapport à la Russie est très simple, c'est que je pense, comme mon grand-père le pensait, que toute Europe n'est possible qu'avec un bloc continental eurasiste et grand continental. National-bolchevique. Pas forcément national-bolchevique, non, mais il doit être basé sur une Europe avec la Russie, puisque sans la Russie, comment fera-t-on une réelle multipolarité, puisque le reste est imposé. La Russie est un des seuls blocs qui permet la multipolarité, puisque c'est un monde lui-même multipolaire. Donc il ne peut pas obliger un peuple à être unipolaire. En conséquence, pour moi, c'est la meilleure voie qu'on puisse donner à l'Europe, qui est obligée de se soumettre à un des grands empires, et quitte à se soumettre à un empire, autant se soumettre à un empire qui nous laisse nos libertés. Tu rêvais de map-monde, de voyage autour du monde, d'un avenir incertain qui te prendrait par la main. Tu rêvais de voir Chopin, mais je ne suis pas Chopin. Je n'étais rien qu'un passant qui t'a dit viens, je t'attends. Je suis un peu bohémien, peut-être un peu musicien, que sais-je. Et alors, attends, on va faire maintenant une interview colloque, parce que tu as été à un colloque en Moldavie avec le président, un interview dans un colloque en Moldavie avec Douguine. Raconte-nous ce colloque. Alors, ce colloque était un colloque formidable. Un colloque assez formidable où on a pu... moi, j'y participais non pas en tant que dans l'économie, parce que c'est un colloque économique, mais j'y participais sur des termes plus spirituels. Mais nous parlions des alternatives possibles au capitalisme, avec un certain nombre de personnes d'assez haute qualité, comme Hervé Juvin, comme Alexandre Douguine, comme Yvan Blot, comme également... comment s'appelle une dame... ça va me revenir.
je me rappellerai avec le temps. Et les alternatives ont été trouvées, ont été assez efficaces. Et le président de la République de Moldavie a approuvé les résultats du colloque et a décidé de les appliquer en Moldavie. Bon, et il a décidé ça, il l'a dit qu'il l'appliquait, mais on connaît ces pays-là. Une action dite un jour, le lendemain, est contredite par une autre. Mais après tout, c'est un colloque qui a été efficace. Non, il n'a pas été destitué du tout. Il a eu récemment un attentat contre lui, un accident de voiture, mais qui s'est très bien résolu. Il est là sur place. Il a reçu Louis-Alphonse de Bourbon il y a très peu de temps pour le Comité international de la famille. Il l'a reçu au titre de représentant de la France, ça s'est super bien passé. Ils ont également dit que le Moldavie serait le pays de la famille. Bon, le lendemain, je ne sais pas si, comme pour nous, ils ont continué la chose ou si ça s'est aussi arrêté. Mais bref, c'est un pays où on est très bien accueillis, et où nos idées sont accueillies avec énormément d'intérêt. Et c'est une belle terre de liberté, pas loin de chez nous. Et où je vous conseille de voyager parce que la bouffe y est excellente, les gens ils sont agréables, les nightclubs ils sont fréquentables même s'ils sont un peu vides, et où c'est fort peu cher de voyager. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vrai l'influence que Dugin a sur Poutine ou c'est un peu des mythes de la droite ça? Alors l'influence de Dugin sur Poutine, elle existe évidemment puisque Poutine est très proche de beaucoup de généraux qui entourent Poutine. Pas du tout de Poutine. Il n'a jamais rencontré Poutine, Alexandre Dugin. Ah, jamais? Non, il ne l'a pas rencontré, mais il est très très proche de beaucoup de membres de la Douma et de beaucoup d'officiers qui entourent de près Vladimir Poutine, et par là, il peut influer sur sa politique, et il le fait, parce que c'est un grand philosophe, c'est un grand géopoliticien, qui est traducteur de nombre également d'autres grands philosophes, d'autres grands géopoliticiens. Alors, il permet de synthétiser un peu pour la Russie ces idées-là, et de les transmettre via des personnes à Vladimir Poutine qui... Et t'aimes bien Limonov, je suppose, ou t'aimes pas Limonov? J'apprécie Limonov pour certains côtés, et en même temps, c'est avant tout un joyeux écrivain, un joyeux drill, le poète russe préfère les grands nègres. Plus qu'un activiste politique. Oui, c'est pas très sérieux ce qu'il a écrit en politique, non? Le national-bolchevisme est sérieux quand même, mais plus via d'autres personnes en Russie, dont je n'ai plus immédiatement le nom, mais l'action national-bolchevique existe aussi à côté. Et a été efficace. Antoine, tu connaissais une fille, d'ailleurs raconte-nous en une minute, on a plus quelques minutes là. Oui, absolument, amusante anecdote. Oui, un beau jour, je fumais dans les jardins d'une grande école parisienne, et tout à coup, une charmante jeune fille, une petite blonde, s'avance vers moi et me demande une cigarette. Et voyant la marque des cigarettes que je fumais, que je ne citerai pas bien sûr à l'antenne, elle me dit « Maurras aussi fumait ». Cette marque. Et à ma grande stupeur, je regarde cette jeune fille, cette étrangère qui parlait avec un petit accent et qui me parlait de Maurras, miraculeusement. Et cette jeune fille était russe, elle était même militante nationale bolchevique. Et nous avons passé de longues heures à parler de cette mouvance qui apparemment a eu un immense essor dans les milieux étudiants dans les années 90 et qui est tombé en désuétude. Et malgré tout, les jeunes Russes gardent le souvenir des national-bolcheviques tractant à la sortie des lycées. Ça fait partie du folklore politique de la Russie, en un sens. Et quant à Dugin, d'ailleurs, c'est curieux, dans les universités russes, elle avait interviewé Limonov. Bon, dans les universités russes, Dugin est tout à fait discrédité. C'est curieux, les enseignants en relations internationales, etc., vous diront, les étrangers connaissent Dugin, Dugin est un marginal, un extrémiste. Dugin est un philosophe qui enseigne, mais il a l'avantage d'échanger ses chairs régulièrement, donc il reste pas tout le temps enseignant, il est enseignant, puis il arrête, puis il change, voilà. C'est un enseignant, mais en philosophie, donc évidemment que les gens qui parlent de géopolitique le considèrent plus comme un philosophe que comme un géopolitologue. Ouais, bon, bien sûr. Mais tout le monde connaît ça grâce au livre merveilleux d'Emmanuel Carrère, qu'on a tous beaucoup aimé ici. Où il raconte d'ailleurs cette alliance assez étonnante dans cet endroit qu'on appelle le bunker, où il y a des sortes de midinettes destroy drogués à l'héroïne avec des étudiants néofascistes complètement coincés. C'est justement c'est très étonnant que tu dises que ce soit bizarre parce que c'est au contraire tout à fait oui, normal. On connaît ça à Paris. Depuis toujours, les alliances ont été entre les deux et on a vu des midinettes héroïnomanes sortir avec des fascistes imperméables. On ne citera pas de nom à cette antenne. Vous allez nous raconter votre vie. Non, moi
j'ai jamais pratiqué ça. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci beaucoup Mais de rien. Stanislas Parvulesco. Merci beaucoup Antoine. La semaine prochaine, énorme émission puisque nous recevons... Et merci beaucoup Ah oui, Renaud. merci beaucoup Merci Renaud, tout de même. Cette semaine, nous avons fait une émission ministère de la Défense. La semaine prochaine, ministère de la Défense avec Charles Millon qui viendra nous parler. Ça sera beaucoup peut-être plus sérieux, mais voilà. Et dans 15 jours, on recevra le marquis d'Olmeta qui nous parlera de Franco, d'Ibiza et de plein de choses. Et dans 3 semaines, Jean-Claude Martinez qui nous parlera de son parcours. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Le moustachu ? Comment ? Merci beaucoup à tous et salut et fraternité.